Salut, c'est Lou, j'espère que vous allez bien en ce jour le plus long de l'année, que vous l'appeliez l'Ita, Midsummer ou tout simplement le solstice d'été. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog ésotérique sur le thème de paganisme, sorcellerie, magie, de quoi on parle. Et surtout quand on en vient au groupement de personnes et aux groupes qui sont associés à ces thématiques, de quoi on parle. Ça fait un moment que ce sujet me trottait dans la tête et je voulais le traiter un petit peu sous la forme de qu'est-ce que j'aurais aimé savoir il y a à peu près 15 ans quand j'ai plafonné un peu dans ma pratique et que je me suis posé la question de savoir si c'était pas dû au fait que je pratiquais seule et que j'ai voulu me tourner, faire rencontrer des gens en fait, me tourner vers des groupes. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là? Et donc ce vlog va un petit peu prendre la forme de raconter un petit peu mon expérience, donner mes quelques secrets, mes quelques conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. Voilà, tout simplement ce que j'aurais aimé entendre moi il y a 10-15 ans quand j'ai voulu chercher à mon tour des communautés à rejoindre. Donc en fait la vidéo ne s'adresse pas forcément à des personnes qui ont la même démarche que moi. Ça peut être tout simplement si vous voulez comprendre voilà, de l'intérieur un peu à quoi ressemble ce milieu ésotérique, ou si vous-même vous pratiquez et que vous posez la question, est-ce que c'est mieux seul? Est-ce que c'est mieux accompagné? Ou même quel genre de pratique pourrait réellement me convenir? Je vais vous faire un peu plus tard dans la vidéo toute une liste de questions à vous poser pour essayer justement de vous orienter au mieux, parce que c'est tellement vaste. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec l'aspect, on va dire, commercial, business que ça a pris, l'offre est tellement vaste et il y a tellement de nullité, il faut bien le dire, que ça devient très très dur de savoir vers quoi se tourner exactement, comment s'y retrouver et d'avoir une vision d'ensemble de ce milieu. Donc c'est ce que je vais essayer de vous proposer. Je vais commencer par le début et essayer de définir un petit peu de quoi on parle. Le paganisme, j'en ai un peu parlé dans mon premier vlog. C'est très différent de la sorcellerie, de la magie, tout ça. Donc j'en ai un petit peu parlé précédemment, je vous invite à le regarder si jamais vous voulez avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais la magie, parce qu'on en a en général une image assez Hollywood, Harry Potter, tout ça. C'est quoi en vérité? Comment on est adulte et on peut parler de magie alors que ça fait tout de suite penser à des films pour adolescents, pour enfants, enfin c'est un questionnement qui est légitime. Mais en fait c'est un art de vivre qui n'a rien à voir avec l'image hollywoodienne que forcément les films et la culture pop en ont donné. C'est un art, vraiment. C'est quelque part une intuition profonde qui a des connexions qui sont invisibles. Et entre autres, que le monde extérieur et le monde intérieur et notre monde intérieur sont connectés. Et qu'on peut agir en fait sur notre environnement, améliorer notre vie par l'intermédiaire de pratiques variées. Plus ou moins symboliques, très symboliques en général. C'est quelque chose qu'on pratique tous. En fait, je comprends totalement le discours scientifique qui dénigre ce genre de croyances et de pratiques, et même les religions, quelles qu'elles soient, je peux le comprendre. Mais pour moi, personne n'y échappe dans le sens où si tu as déjà fait un vœu en voyant une étoile filante, techniquement, c'est de la magie. Si tu as fait un vœu en soufflant tes bougies d'anniversaire, ça relève de la croyance. N'importe quelle superstition, ne pas passer sous une échelle, peu importe. N'importe quelle superstition, en fait, relève de la croyance. Et je ne pense pas que l'homme échappe à ça. Je ne pense pas qu'on puisse être des êtres purement scientifiques. Encore une fois, et je vais le répéter, j'aurais même dû le dire dès le début de la vidéo, de ce vlog, je ne fais que donner mon avis. Je n'impose à personne ma vision des choses. Vous avez tout à fait le droit d'être complètement en désaccord avec moi. Et je pense que c'est le cas de la majorité des gens.
Mon but est juste de donner des clés. Alors, essayer de donner une petite vision d'ensemble et puis des clés aux personnes qui, elles, veulent approfondir. Tout simplement juste mieux comprendre, même si elles n'ont pas l'intention de pratiquer, ou avoir un petit aperçu de quel genre de groupe elles pourraient rejoindre si c'était ce qu'elles souhaitaient. Donc revenons à la magie. La magie, la sorcellerie, en fin de compte, c'est quelque part le fait de reconnaître que c'est nous qui créons notre vie. Attention, il ne s'agit pas de nier en bloc l'idée de destin, ou de karma, ou de comment vous souhaitez l'appeler, mais de bien faire la part des choses. Par exemple, chez les païens, il y a un destin. Mais on a aussi une part sur laquelle on peut jouer. Et quelque part avec la sorcellerie, la magie, peu importe, encore une fois, les terminologies se croisent. Il s'agit de faire la part de ce qui est prédestiné, ce qui est passé, ce qui est déterminé, et ce sur quoi on a effectivement une marge d'action. Alors évidemment, dans notre société actuelle, que ce soit la société, tout ce qui est lié à l'argent, qui est un peu la nouvelle religion de nos sociétés capitalistes, ou que ce soit les grandes religions monothéistes, ils veulent absolument pas qu'on se souvienne à quel point on a pouvoir de trouver en nous-mêmes ce genre de ressources et de capacités à changer notre vie en changeant notre propre regard sur le monde. Ça les intéresse pas. Parce que plus on se pense impuissant, plus on va être vulnérable, plus on va être malheureux, plus on va consommer. C'est pas dans leur intérêt. Anyway. Donc la sorcellerie, ça va être de reconnaître qu'on a une certaine capacité d'action sur notre propre vie, que nos croyances, nos émotions, nos petits rituels de vie, nos petites habitudes, on les choisit. Et c'est là finalement, c'est là un petit peu notre pouvoir magique. La magie qu'on va réclamer. Quelque part, la magie, cette sorcellerie, c'est la capacité à se créer vraiment son monde propre. Et là, les personnes de mon âge, on va dire en tout cas au moins 35 ans ou plus, sont un petit peu privilégiées parce qu'on a été beaucoup moins influencés. En tout cas, moi, j'estime que j'ai été quand même relativement privilégiée dans le sens où j'ai pu vachement développer mon monde intérieur, mes croyances, mes affinités, sans trop d'influence, que ce soit par les réseaux sociaux, l'ordinateur, la télé, voilà. Bien sûr, j'avais mes livres. Bon, j'avais des livres que... Voilà, j'avais mon propre récit. Je suis toujours très adepte de ce concept que nous sommes des êtres d'histoire et de récit. Et je crois qu'on a une espèce de bibliothèque intérieure avec tous ces livres et ces mythes qui nous ont marqués et qui nous composent et à partir desquels on recompose notre propre récit. Et je pense que ça, c'est très lié à la pratique magique. Ce récit qu'on va finalement moduler et qui va nous aider à écrire notre propre vie, à reprendre cette position d'écrivain de notre propre vie. Et pas seulement de lecteur comme sont beaucoup de gens, c'est-à-dire regarder sa propre vie défiler et puis soudain on fait un burn-out et on se rend compte que c'est comme si rien ne nous appartenait. Par contre, j'ai eu aussi les désavantages de mon époque, c'est-à-dire que j'ai manqué de ressources. J'étais à une époque où sur Internet, il n'y avait rien, mais rien, concernant ces sujets-là. Donc, et puis, impossible de savoir ce qui était sérieux ou pas. N'importe qui pouvait monter un site. C'est toujours le cas d'ailleurs, maintenant que j'y pense. mais à l'époque, il y avait très très peu de choix. Donc ça redoublait cette impression de... déjà dans le très peu qu'on trouvait, c'était pas facile, voilà. Et puis alors au niveau bouquin, c'était inaccessible pour la jeunesse d'aller dans des établissements, des bibliothèques spécialisées dans l'ésotérisme, c'était inaccessible. Et en gros, vous pouviez trouver quoi? Le magazine Witch ou Le Secret de Rhonda Byrne. Alors voilà, ça n'allait vraiment pas loin. Aujourd'hui, on a le problème inverse qui est qu'on est noyé sous la littérature New Age, parmi laquelle il y a quand même
au moins 80% de livres dont on pourrait se passer. C'est mon avis, encore une fois. Vous prenez pas mal. Donc voilà, je sais pas ce qui est le mieux. Je pense que c'est mieux aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même des ouvrages qui sont très utiles et qui arrivent à se faire éditer, etc. Donc je pense que c'est quand même mieux aujourd'hui. En tout cas pour ce qui est de l'accès aux ressources. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est de garder sa propre personnalité et de construire son propre monde dans un monde où on considère qu'il est normal d'être connecté aux autres en permanence et où toutes les modes et tout changent très vite. Moi, je vous le dis honnêtement, ça fait un bon moment que j'ai viré Instagram, je n'ai pas TikTok. Je pense que les réseaux sociaux sont une grande part du problème. Maintenant, je comprends que ce soit aussi très dur de s'en passer. Voilà, je comprends. Mais passons à l'aspect beaucoup plus pratique. De quoi on parle quand on parle de pratique magique? Déjà, il faut 2 ingrédients. C'est ce qui peut paraître assez complexe. Enfin, il y a un équilibre à trouver. C'est que d'un côté, il faut garder cette individualité, cette capacité personnelle à créer, une forte indépendance d'esprit. C'est très très important. Mais de l'autre côté, il faut quand même un certain savoir, une certaine bibliothèque de savoir. On ne peut pas partir de rien. Et ça vaut pour toutes les pratiques. Ça vaut pour la cartomancie, comme pour tout plein d'autres domaines pratiques. Les deux sont nécessaires. On a vraiment d'un côté un espèce de magasin symbolique partagé qui est nécessaire pour pouvoir interpréter. Par exemple, imaginons, vous tirez les cartes. Telle carte de tarot va toujours avoir une signification précise, stable, qui ne change pas, et sûrement même des dizaines, voire plus, qui va vous servir de base pour interpréter le message de votre tirage. Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur votre ressenti et votre intuition parce que vous risquez un contresens total. Il me semble que Jodorowsky en parle à travers sa psychomagie. Mais personnellement, je préfère, si je devais vous orienter, ce serait plutôt vers tout ce qui est les livres de Jung avec l'inconscient collectif, etc. Je pense qu'il traite assez bien ce sujet du fait qu'on a un magasin, ce que j'appelle un magasin symbolique commun. Parce que qu'on le veuille ou non, on est bien des êtres sociaux. On hérite de mythes. On hérite d'une culture, que ce soit sur plusieurs stades en plus, mondial, national, familial. On hérite, comme ça, de plusieurs récits, de différentes tailles, en fait. Mais on est également unique, doué d'intuition, de vision, d'imagination. Et ça, c'est un sens qui, même si aujourd'hui est complètement dénié et oublié, il est pour moi chez tout le monde de la même manière que vous voyez, vous entendez, vous sentez. Évidemment, il y a des personnes qui vont naître avec des yeux incroyables, une vision parfaite, et des personnes qui vont naître avec une vision qui sera qui sera moins performante. De la même manière, il y a des gens qui vont naître avec plus ou moins d'intuition, de cette capacité-là à interpréter ce monde, mais on a vraiment besoin des deux. Parce que si vous n'utilisez pas ce sens-là, cette intuition profonde, ce qui vous saute aux yeux, par exemple, quand vous tirez imaginons, on va prendre encore une fois l'exemple de la cartomancie, vous tirez les cartes. À chaque fois que vous tirez telle carte, c'est le même jeu, c'est la même carte. Mais selon le tirage, ce sont des éléments différents de l'image qui vont vous sauter aux yeux. Et c'est cela que vous allez prioriser par rapport aux autres interprétations de la carte que vous avez pu faire auparavant. Ça, c'est basique, c'est essentiel, parce que si vous n'utilisez pas cela et que vous ne faites qu'appliquer en fait les savoirs, c'est comme être à l'école. Enfin, je veux dire, c'est comme faire un devoir. Dans ce cas, autant donner
comment dire, autant donner le travail à faire à une intelligence artificielle, vous voyez. Il n'y a pas la part d'humanité. C'est juste un travail mécanique. Et c'est là qu'en gros la magie, la sorcellerie, finalement, a pour cœur le fait d'apprendre à se connaître soi-même. C'est ça qui est essentiel. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez interpréter, que vous allez pratiquer donc cette intuition, cette imagination, cette capacité de vision, d'interprétation qui vous sont propres, vous allez apprendre à connaître votre propre récit, votre propre mythe, votre propre système et la manière dont ce bagage-là influence votre compréhension du monde. Et comme c'est là-dessus que vous allez pouvoir agir, mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez connaître cet aspect-là de vous, qui reste en fait quelque part assez subconscient chez la plupart des gens, alors que c'est le plus important de la personnalité. C'est grâce à ça que vous allez ensuite être capable de modifier votre environnement extérieur. En ayant accès, en connaissant votre monde intérieur, en y ayant accès et en apprenant à le manipuler. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas se contenter d'appliquer des savoirs, mais de l'autre, je soutiens quand même, on ne peut pas se passer non plus de toute connaissance, ça n'est pas possible. On a besoin de savoir dans quoi on atterrit, la définition précise des mots, les concepts qu'on utilise, de savoir un petit peu de quelle région du monde ils viennent, de quelle époque, quelle est leur histoire, et ça évite d'entendre des bêtises sur la réincarnation, le karma, des choses qui ne viennent pas par exemple de nos mythologies européennes et qu'on entend souvent réutiliser de manière très différente de ce qu'ils l'ont été auparavant. Non, on a besoin d'avoir un minimum de ce savoir pour pouvoir avancer en pratique. Donc déjà, lisez. Ça peut être que bon. Voilà. Après, effectivement, avec l'effet de mode qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu frustrant parce que on a l'impression parfois d'acheter des livres qui nous ont rien apporté ou qui n'étaient pas de très bonne qualité. Et oui, je comprends. Ça peut être très frustrant. Mais je soutiens qu'on a besoin de ça, sinon c'est quasiment, je vais pas dire la folie assurée, mais on a besoin quand même de s'ancrer dans un minimum, dans le monde dans lequel on vit, et donc dans son histoire. Et toutes ces religions, toutes ces croyances ont une histoire. Et il faut connaître, je pense, les mythes et les histoires, les croyances qu'on pratique. Et du coup, premier secret que j'aimerais partager avec vous, quelque chose que j'ai mis un petit peu longtemps à comprendre, c'est qu'on vient de voir d'ailleurs très bien illustré avec cette dualité entre le savoir partagé et le savoir personnel, on va dire. Il ne faut pas craindre le paradoxe. Par contre, il faut savoir reconnaître et différencier. Mais il ne faut pas toujours se sentir obligé de choisir entre l'un ou l'autre. Ça, pour moi, ça vient un petit peu de cet héritage judéo-chrétien où on est ou bon ou mauvais. Et qu'on ait été ou pas en plus élevé dans la religion, malheureusement, c'est très ancré dans notre société. Il ne faut pas avoir peur d'avoir deux aspects, d'être pluriel. Et ça vaut dans énormément de domaines. Ça vaut pour science et conscience. J'en avais parlé au début d'un de mes premiers tirages. Attention à ne pas rejeter tout l'aspect santé, scientifique. Ce n'est pas incompatible. Au contraire, c'est compatible. On a besoin des deux. La science n'arrive pas à expliquer beaucoup de choses que du coup, la pratique magique, la sorcellerie va essayer de manipuler à sa façon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un jour où on n'aura pas une explication scientifique qui viendra en même temps nous apporter de nouvelles questions. Il ne faut surtout pas rejeter ce qu'on connaît scientifiquement. Surtout que quand on approfondit vraiment la science, on se rend compte
que ça n'est pas du tout contradictoire avec la pratique magique. Combien y a-t-il de choses qui nous sont invisibles? On se rend compte assez vite que nos sens sont très très limités. Donc voilà, science et conscience, un paradoxe qu'il faut garder. Qu'il ne faut pas en tout cas mettre en opposition. Il n'y a pas à choisir entre les deux. Les deux sont nécessaires. On a la dualité destin et volonté, libre arbitre par exemple. C'est pareil. Les deux, il faut accepter l'idée des deux. Bien sûr qu'il y a une part de destin, d'hérédité, d'injustice, en tout cas d'un point de vue humain, évidemment, et une part de choses sur laquelle on peut agir, volonté, libre arbitre. Et ça, c'est la part que la sorcellerie va essayer de vraiment s'approprier. Parce que même si c'est une part qui est toute petite, parce que je pense que même chez les gens qui pratiquent, qui se connaissent, qui approfondissent et qui reprennent, entre guillemets, leur pouvoir sur leur vision du monde et sur leur vie, faut pas croire qu'on échappe au destin. Faut pas du tout avoir cette illusion-là. Les deux sont présents. Et au contraire, encore une fois, ce qu'on apprend, c'est différencier, reconnaître ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on ne peut pas agir. Voilà. Bon, le bien, le mal, et ça, c'est ce qui a été amené par les religions monothéistes. Personne n'est bon, tout mauvais, tout mauvais. Ça n'existe pas. Quand j'entends magie blanche, magie noire, je rigole bien parce que je suis désolée, mais à partir du moment où on reprend son pouvoir et où on décide d'agir sur l'environnement extérieur, eh ben on décide d'agir et de changer les choses, donc on prend des responsabilités. Je pense que c'est pour le coup assez dangereux de s'imaginer être quelqu'un de tout bon, tout gentil et de ne faire que le bien quand on décide de reprendre son pouvoir sur sa propre vie. Parce que c'est se mettre à la merci de sa propre ombre. Et les choses que vous allez refouler, elles vont ressortir. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre que ça vient de vous, elles vont ressortir vous allez penser que vous êtes attaqué de l'extérieur. Alors que pas du tout. Pas forcément en tout cas. C'est vraiment... Il faut comprendre cette interaction assez fine entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ne prenez pas de risques. Acceptez qu'on a tous une part d'ombre. Essayez d'apprendre à vous connaître, travaillez dessus. C'est normal. Hein. On n'est pas des anges ou que sais-je. Encore une fois, c'est une dualité qu'il faut apprendre à différencier, c'est-à-dire savoir, ça fait partie de mes qualités, puis ça, c'est plutôt un défaut, quoi. Et travailler dessus, mais accepter qu'on contienne les deux. Il y a la dualité imagination et réalité. Celle-ci aussi elle est assez fine parce que en fait, ce qu'on appelle réalité, c'est ce sur quoi on s'accorde en commun en tant qu'êtres humains que l'on perçoit ou que l'on reconnaît scientifiquement. Bon. Imagination, ça va être ce qui relève plutôt de notre monde personnel. Les deux sont nécessaires. Voilà, apprendre à reconnaître et à les différencier, pour le coup, c'est assez difficile. Quand on pratique la magie en groupe, ça peut être un des grands bénéfices, c'est de comparer les expériences et de se rendre compte que là où on pensait avoir des choses en commun, c'est pas le cas, et qu'on était un peu dans l'illusion. Et à côté, que là où on pensait être dans la pure interprétation personnelle, on l'a tous en commun. Et que du coup, finalement, ça peut être intéressant de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser ici. Mais là, on va un petit peu loin déjà. Et ça rejoint aussi la dualité entre égrégore et entité existante. C'est-à-dire, est-ce que quand vous vous adressez à un dieu en particulier, à une entité, à une fée, à un défunt, à un esprit, que sais-je, ce qui vous parle, est-ce que vous considérez que c'est une entité qui a une existence, un être qui a une existence indépendante que vous ne percevez pas? Ou est-ce que vous considérez que c'est une idée vivante, entre guillemets, que vous projetez à l'extérieur de vous pour mieux interagir avec elle? Et alors là, c'est une des questions vraiment, je trouve, personnellement, les plus passionnantes de la pratique. Hein.
c'est que là, le débat est ouvert. Voilà, beaucoup de gens vont avoir des idées différentes là-dessus. Et je pense, encore une fois, et là c'est totalement personnel, qu'il est intéressant de considérer les deux. Personnellement, je crois aux deux. Et là, il faut que je sois un petit peu plus précise quand même. Ce n'est pas que je crois qu'il y ait d'un côté des égrégores et de l'autre côté des entités existantes, mais qu'elles sont les deux à la fois. Et ça, c'est un avis que beaucoup de gens vont rejeter, une opinion qui va être rejetée par la majorité de la magie moderne, par exemple, qui est quasiment considérée comme de la folie, relevant de la maladie mentale, de croire que des entités, des esprits sont réels et qu'ils ont une part d'existence indépendante. Il appartient vraiment à vous de savoir quelle part vous voulez investir dans vos croyances. À titre personnel, je ne vois pas vraiment l'intérêt, par exemple, de pratiquer un paganisme si on ne croit pas sincèrement à l'existence de tel ou tel dieu. Mais c'est vraiment purement personnel et je respecte totalement les personnes qui pratiquent différemment. C'est au contraire, c'est nos différences qui font la richesse des pratiques. On n'a pas besoin de tous se ranger dans le même rang. C'est ça le principe de la pratique magique et de la sorcellerie, c'est vraiment d'avoir son propre monde et certainement pas d'imposer sa vision aux autres. Donc voilà, ça c'était toute la partie ne pas craindre le paradoxe. Ça s'intègre pas en un jour. C'est un équilibre à avoir. Pardon. C'est une force qui se développe. C'est un muscle que d'apprendre à accepter que deux choses qui nous semblent antithétiques cohabitent en fait. Et j'aimerais conclure sur cette partie-là, en tout cas, sur un autre petit conseil qui, moi, m'aide pas mal, c'est ne pas s'en tenir à chercher des réponses dans le domaine spirituel et ésotérique. Ne pas hésiter quand on est un peu perdu à, je sais pas moi, regarder un documentaire sur les sciences physiques, par exemple, sur le cosmos. Ça nous aide à retrouver un petit peu notre place, ou encore sur le cerveau. Et toutes ces choses-là, ça va permettre de se rendre compte que, en fait, l'art, qui est la magie, c'est pas un hobby comme les autres, dans le sens où vraiment c'est quelque chose, c'est un art de vivre, ça fait partie de toute la vie, de tout le quotidien, tout le temps. C'est pas quelque chose qui est séparé du reste, en fait. Et les rituels et tout, c'est super cool. J'aime beaucoup, moi, l'aspect pratique, vraiment concret de ces pratiques. Mais il faut pas oublier que c'est vrai, ça se passe à chaque seconde. C'est dans les petites habitudes. C'est vraiment dans la façon dont on va recevoir l'information, dont on va la traiter et dont on va l'intégrer à notre propre monde, en fait. Bon, je cherchais à faire court et encore une fois, ça m'a l'air plutôt raté. Là, je vais faire une petite partie sur par où commencer. En gros, si tous ces domaines-là vous intéressent et vous savez pas trop par où commencer, parce que avant d'avoir pratiqué, je pense, pendant 10-15 ans, c'est très très compliqué d'avoir un panorama général de ce monde-là, tant il est vaste. Et donc, je vais vous proposer une liste de questions à vous poser, qui vont tout simplement vous aider à répondre par vous-même. Voilà. Par où commencer? Déjà parce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? Écrivez, avant même de vous poser la moindre question, écrivez qu'est-ce qui vous attire dans ces pratiques, ces croyances, etc. Qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que c'est le côté vraiment merveilleux, magique, imagination?
Est-ce que c'est le côté pratique? Est-ce que c'est le côté plutôt l'angle psychologique? Est-ce que c'est... Enfin voilà. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous attire en premier, au plus profond, instinctivement là-dedans? Est-ce que c'est l'aspect naturel, etc. Et ensuite, voilà, je vous propose une petite liste de questions. Sachant que, dernière petite parenthèse, c'est vrai qu'on a beaucoup dans ces milieux-là des personnes qui ne sont pas ici par hasard. C'est-à-dire que très souvent, que ce soit dans les milieux païens, dans les milieux ésotériques plus modernes, en sorcellerie, en magie, tout ça, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de personnes qui sont là ou parce qu'elles sont nées avec une sensibilité particulière et qu'elles ont eu besoin de trouver des réponses, ou parce qu'elles ont eu dans leur vie des événements et où elles ont été confrontées. Alors ça peut être expérience de mort imminente, ça peut être moins grave que ça peut être des événements considérés comme paranormaux par l'entourage, etc., qui ont amené à aller chercher des réponses en fait. Donc voilà, ça peut être aussi, ça peut être ça, la réponse à pourquoi vous êtes attiré par ça. C'est très souvent ça d'ailleurs. Donc voilà la petite liste de questions. Déjà, pourquoi? Pourquoi vous voulez vous pencher sur ce genre de pratique? Soyez honnête, c'est-à-dire que si votre but, c'est pas tant de trouver des réponses à des questions, mais plutôt d'avoir du pouvoir, de l'argent, etc., on n'est pas là pour juger, je veux dire, à un moment, soyez honnête avec vous-même. Parce que ça ne va pas du tout vous orienter de la même façon. Vous n'allez pas du tout vous tourner vers les mêmes choses. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Faites déjà une petite liste, ou en tout cas essayez de répondre à la question pourquoi je veux m'intéresser à ça, pourquoi je veux pratiquer telle ou telle chose, et me pencher un peu là-dessus. Deuxième question, qui va beaucoup jouer. Est-ce que vous souhaitez garder le secret sur cet intérêt-là, ou est-ce que vous pouvez et vous souhaitez l'assumer? Parce que ça aussi, ça va avoir pas mal d'importance selon que vous vouliez que vos pratiques restent bien cloîtrées à votre vie privée, qu'elles soient cachées, même à votre entourage proche, par exemple, c'est possible. Hein, si vous êtes évidemment dans une famille qui est, je sais pas, très croyante, ou que tout simplement vous avez dans la société une position qui fait que c'est pas compatible avec l'image qu'on attend de vous, tout ça, ou est-ce que au contraire vous souhaitez le partager, l'assumer, apprendre pour ensuite transmettre à votre tour, enfin voilà. Ça va être une question qui va pas mal déjà vous orienter. Troisième question majeure, en quoi est-ce que vous croyez? Faites une petite liste. Pareil, celle-ci, elle peut prendre un petit peu du temps, mais de ce en quoi vous croyez. En particulier si c'est pas admis par la science, par exemple. Je vais prendre l'exemple de la réincarnation. C'est typiquement un exemple qui me vient en premier parce que j'ai remarqué que certains chrétiens y croyaient. Alors que ça ne fait absolument pas partie du dogme religieux, pas du tout. On est censé, chez les chrétiens, il me semble, être enterré et se relever uniquement au jugement dernier. Et pourtant, j'ai déjà entendu plusieurs chrétiens assumer totalement la croyance en la réincarnation. Est-ce que ça fait partie des croyances qui vous semblent pertinentes, déjà? Faites-vous comme ça une petite liste des croyances qu'on vous a enseignées, de celles que vous avez gardées ou que vous avez évincées, de celles que vous avez ajoutées. Voilà, ça vous fera déjà un petit paquet de choses par lesquelles commencer. Ensuite, quel mythe ou civilisation, ou monde en général, époque vous parle? Est-ce qu'il y a comme ça une partie de l'histoire spécifique qui vous attire? Une période historique, une mythologie spécifique, la mythologie gréco-romaine, les Celtes, les Sumériens, peu importe, l'Égypte,
Voilà. Est-ce qu'il y a comme ça un monde qui vous attire en particulier, peut-être même depuis que vous êtes tout petit? Une autre question qui peut être intéressante de se poser, c'est de quel degré de structure ou de dogme ai-je besoin? À la fois pour me sentir dans une pratique qui soit assez stable pour commencer, et à la fois que je me sente assez confortable et assez libre. Parce que il va y avoir des croyances et des écoles qui sont très dogmatiques, très structurées, très cérémonielles, complexes, où tout va être rendu volontairement, entre guillemets, compliqué, mais qui vont vous donner du coup une structure forte sur laquelle vous appuyez, et d'autres où vous allez être laissé un petit peu comme ça, lâché à votre propre monde, quoi. Évidemment, il y a la question, souhaitez-vous pratiquer seul ou en groupe? Alors, ça rejoint un petit peu celle de garder le secret ou d'assumer. C'est une question qui peut se poser, surtout si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience. Bon. J'aurais toujours tendance à conseiller de commencer par se développer un petit peu seul pour construire un minimum son monde sans être trop influencé, mais bon, ce n'est que mon avis. Et c'est aussi une question qui va influencer vos choix. Autre question, quel degré de monothéisme ai-je intégré? On vit dans une société qui est judéo-chrétienne. Faut être honnête, même si vous n'avez pas été élevé en allant à l'église tous les dimanches, toute notre culture, tout notre art, tout notre système moral, nos valeurs morales, etc., sont quand même vachement basés sur la religion chrétienne ou judéo-chrétienne et sur ce monothéisme-là. Ça a des conséquences de détruire ça dans sa propre psyché. Il faut être honnête parce que c'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser du jour au lendemain, et il n'est pas forcément souhaitable de se débarrasser de toute cette influence-là non plus. Donc voilà, essayez d'estimer à quel point vous avez intégré le fait de la dualité lumière et mal, par exemple, la dualité bon-mauvais, la dualité, tout ce système-là, quoi. Une autre question à se poser, est-ce que l'éclectisme vous dérange? L'éclectisme, c'est le fait de mélanger. Mélanger des panthéons, mélanger des périodes historiques, mélanger des pratiques, en fait. Ça se fait énormément dans le New Age, donc dans les pratiques qu'on va voir surtout sur les réseaux sociaux, où là on mélange tout, on accole des dieux qui sont historiquement n'ont rien à voir au niveau des périodes et des pratiques, etc. On va récupérer un peu tout ce qui nous plaît, un petit peu d'extraterrestre, un petit peu d'ange, un petit peu de machin. Voilà, on va prendre ce qui nous plaît pour faire notre propre soupe. C'est ça l'éclectisme. Est-ce que ça vous dérange? Ou est-ce que ça vous plaît? Ou est-ce que vous préférez finalement être dans respecter une certaine cohérence dans votre pratique? Est-ce que vous avez besoin que ce soit quelque chose d'historique? C'est une question à se poser. Il va y avoir enfin la question du lieu où vous vivez. Si vous êtes plutôt tout simplement dans la nature ou dans la ville, enfin dans la campagne ou dans la ville, ça va pas mal influencer ce que vous pouvez faire tout simplement au niveau de la pratique. Et par quoi vous êtes attiré. Parce que bon, ça aussi, c'est pas défini, on peut déménager quoi dans la vie. Par quoi vous êtes plutôt attiré, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous imaginez votre pratique plutôt en relation avec la nature, les saisons, la météo? Est-ce que vous êtes plutôt attiré par tout ce qui est divination, un peu craft, artisanat, cuisine, chant, danse, musique?
Est-ce que vous êtes plutôt attiré par le côté très, c'est pas grandiloquent, mais psychologique, intégrer des langues mortes, un côté un peu théâtral comme ça, avec des disciplines qu'on va voir apparaître à partir du Moyen-Âge, l'alchimie, l'astrologie, voilà, ce genre de choses. En gros, est-ce que vous avez besoin de rituels compliqués pour donner du sens à vos activités, ou est-ce que votre but, c'est plutôt de réenchanter le quotidien et d'amener ça dans votre quotidien, quoi, tout simplement. Donc voilà, répondez à cet ensemble de petites questions si vous le souhaitez. Bien sûr, si vous commencez et que vous ne savez pas trop par où commencer, justement, vous répondez à ces petites questions-là. Vous voyez ce qui ressort, ce qui est répété. Et au lieu d'aller dépenser de l'argent chez les grands éditeurs, entre guillemets, de contenu New Age dans lequel il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui ne font pas beaucoup avancer, allez à la source. Ça va être un deuxième secret absolument important. Même que vous soyez éclectique, New Age, tout ce que vous voulez, que vous ne teniez pas tant que ça à l'aspect historique des choses, il faut y aller. Il faut y aller parce que vous allez gagner un temps fou. Allez à la source avant d'acheter des bouquins de pratique. Allez chercher la source historique de ce qui vous plaît et vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent. Soyez prêts à faire des recherches sérieuses sur l'origine des concepts qui vous plaisent. Vraiment, moi, il y a eu si je vous le dis, c'est qu'il y a eu des thèmes qui m'ont spontanément attiré, qui m'ont parlé. Et j'ai des fois acheté l'intégralité, quasiment, des livres sur des sujets comme ça, un peu niche, que je voulais approfondir. Et il n'y avait pas un seul de ces livres qui était correct, quoi, disons-le. Donc j'ai dépensé des fois des 40-50 euros pour ces 7 bouquins qui n'ont servi à rien, voire certains dans lesquels je pouvais sauver quelques pages qui m'ont orienté du coup vers des sources historiques plus intéressantes, mais le reste qui était carrément des bêtises. Donc oui, c'est pas forcément chez les éditeurs d'ouvrages ésotériques ou spirituels que vous allez trouver les sources, les recherches et la base de ce qui va créer votre pratique, du tout. Ça peut être, ça sera le plus probablement dans des sources historiques, en particulier si vous vous tournez vers le paganisme, mais pas que. C'est-à-dire que même si vous vous intéressez spécifiquement à la magie dite moderne, il va falloir retracer les embranchements jusqu'à la base. Qui en premier a créé quelle école et quelles ont été les différentes les séparations, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, retourner à la base pour savoir d'où vient la pratique qui vous intéresse, que vous puissiez vous situer. Et là, ça va être mon troisième petit secret pour évaluer la qualité d'un ouvrage. Avant de l'acheter, observez si l'auteur fait ostensiblement la différence entre ce qui relève du contenu historique, scientifique, académique, admis, et ce qui relève de sa gnose personnelle, c'est-à-dire ce qui relève de son monde à lui. On a besoin des deux. Les deux sont utiles en pratique. Et j'aime beaucoup savoir quel est le monde personnel, la gnose personnelle des autres. Par contre, il faut cette honnêteté intellectuelle de faire la différence entre les deux. Et je vois énormément dans les ouvrages d'aujourd'hui, l'auteur vous donne, vous balance comme ça des vérités. Pour faire telle chose, il faut que ce soit tel jour en relation avec telle planète. Derrière, il n'y a aucune explication. Est-ce que ça vient d'un autre grimoire plus ancien, auquel cas il aurait fallu peut-être nous donner la référence? Est-ce que ça vient de l'expérience de la personne, auquel cas on aurait bien aimé savoir quel cheminement l'avait amené à ci ou ça, et ce qui lui permettait de penser qu'elle avait raison plutôt que d'autres?
Donc toujours vérifier avant de dépenser de l'argent, que l'auteur source sa connaissance et qu'il ou elle fait la différence claire entre ce qui est académique et ce qui est personnel. Je ne vous apprends rien, la spiritualité, c'est devenu un commerce très très lucratif. Et les bonnes intentions ne suffisent pas quand elles sont présentes. Parce qu'en plus, il y a même des personnes qui n'ont même pas cette intention, qui veulent juste faire de l'argent et qui ont très bien compris comment ça fonctionnait. Mais même que les personnes soient bien intentionnées, ça ne suffit pas du tout. Au contraire, c'est un prétexte à tout confondre, réalité, fantasme, ego spirituel un peu déséquilibré. Donc soyez quand même toujours prudents. Gardez votre liberté d'opinion. Personne ne sait mieux que vous pour vous. Voilà. Respecter les croyances de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout. Ne vous sentez jamais obligé d'être en accord avec ce que vous lisez si jamais ça ne vous convient pas parfaitement. Et, encore une fois, j'insiste, sortez du domaine ésotérique. La magie est un art et du coup, elle bénéficie de tous les autres apports culturels extérieurs que vous pourrez trouver et qui vont vous inspirer. La lecture peut vous inspirer si vous voulez créer des poèmes dévotionnels, etc. Les mythes, évidemment, vont être une partie capitale de votre monde personnel. La psychologie peut être un domaine intéressant à combiner aussi, en particulier avec les magies un peu plus modernes. La musique va être une partie importante si vous faites des rituels, des méditations par exemple. Les images, les tableaux qui vous emportent ailleurs, les parfums, les encens qui vont vous aider à amener telle ou telle émotion lors de vos rituels. Encore une fois, la magie n'est pas séparée du monde, hein. C'est vraiment un art et une vision du monde, un art de vivre. Et on en arrive au fait de rejoindre un groupe. Imaginons, vous désirez partager ça avec des personnes. On a évidemment rarement dans notre entourage des personnes qui pratiquent la même chose que nous ou qui s'intéressent spécifiquement aux mêmes choses que nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme regroupement de personnes liées aux pratiques magiques, au paganisme, etc. Alors, au niveau du paganisme, donc que ce soit les Celtes, germano-scandinaves, gréco-romains, etc., vous allez avoir accès à des associations qui ont souvent d'ailleurs des forums sur Internet qui vous feront une très bonne idée des personnes qui sont présentes et avec qui vous allez pouvoir discuter. On va être, selon mon expérience, et là encore, du début à la fin, je ne parle que de mon expérience, de mon humble expérience. Je n'ai pas fait partie de tous les groupes de la planète, hein. De mon expérience, en paganisme, on a surtout des assos avec des personnes assez passionnées d'histoire. Des artisans, des fois des profs. En tout cas, on va avoir un aspect très proche de la nature, très campagne et très, très sérieux dans leur recherche. Et toutefois modeste, ce qui se fait rare. Ce que j'ai énormément apprécié, moi, dans l'asso païenne dont je fais partie, c'est qu'une distance est prise vis-à-vis de la politique. Et ça, pour moi, c'est basique. Et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis. Les croyances appartiennent pour moi à la vie privée. La pratique appartient à la vie privée ou à la vie de famille. Elle n'a pas à être liée à la politique. En particulier quand on va se regrouper. Faites particulièrement attention aux personnes qui font de la récupération politique de telle ou telle idée ou croyance. Hein. Soyez méfiants parce que ça aussi, hein, c'est le deuxième danger, on va dire, après le côté commercial qui est vraiment omniprésent et lourd. Le côté récupération politique, c'est le deuxième point auquel il faut être particulièrement vigilant. Donc, paganisme, vous allez avoir des assos très accessibles,
au niveau financier, très accessibles au niveau sympathie des personnes, mais qui vont plutôt être situés en dehors des villes, ce qui forcément fait sens avec la pratique. Ce serait moi ce que je conseillerais en premier, en tout cas aux personnes qui veulent faire du paganisme. J'ai pas envie de dire sérieux parce que j'ai pas envie d'impliquer que les autres ne sont pas sérieux, mais on parle pas d'éclectisme ici. On parle vraiment de reconstructionnisme et d'avoir une pratique qui, si on admet qu'on ne peut pas reproduire ce qui a été fait dans le passé, parce que l'époque a énormément changé évidemment, va en tout cas essayer de se rapprocher au maximum d'une certaine authenticité. Moi, ce sont vraiment, à titre personnel, les associations que j'ai préférées. Mais il se peut très bien que vous préfériez toucher plus à la magie moderne, ce qu'on va appeler magie cérémonielle, haute magie, n'est-ce pas? Et alors là, il va y avoir beaucoup de choix. Je ne vais pas forcément vous parler des groupes New Age, parce que j'ai l'impression que souvent c'est lié à des cultes de la personnalité autour de personnes qui ont su rassembler sur TikTok, Instagram, etc. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas ces applications-là, donc je connais pas. Bien sûr que je connais. Il y a quelques noms que je pourrais vous conseiller, des personnes qui sont dans le milieu depuis très longtemps, dont je connais le travail. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo en listant des noms, de vous dire, elle, j'aime bien ce qu'elle fait, machin, ceci, cela. Bon, là, c'est pas le but de cette vidéo. Et surtout, ça fait un moment que je suis pas allée traîner sur les réseaux sociaux parce que ça m'exaspère bien trop vite. Donc, je ne saurais vous donner de conseils quant aux grandes personnalités du milieu, sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a aussi tout ce qu'on appelle donc les ordres, les temples, les groupes, en gros, de personnes qui font de la magie moderne dans des ordres ou des groupes fermés, discrets. Alors certains vont dire qu'ils sont secrets, pas forcément. En tout cas, ils vont être relativement, entre guillemets, plus discrets que ces personnes qui vont essayer de rassembler autour de leur personnalité sur les réseaux. Et là, il va y avoir de tout. Il va y avoir une distinction à faire peut-être entre les groupes qui relèvent de la franc-maçonnerie mystique et les groupes qui relèvent pas de la franc-maçonnerie, qui vont être complètement indépendants. Ça, c'est vraiment ce que je conseillerais aux personnes qui à la fois vivent en ville, parce que ça va être des groupes qui vont être plus présents dans les grandes villes, là où les païens vont être plus présents à la campagne. À la fois, ça va être bien pour ceux qui s'intéressent, donc comme je disais, à la magie moderne. Ça va vous permettre d'aller à la source des différents courants qui peuvent être à la mode aujourd'hui, comme par exemple la Wicca dont on entend beaucoup parler. Il existe des ordres, alors je crois que ça s'appelle des covens. Je n'ai jamais été en coven Wicca, donc encore une fois je ne vais pas approfondir là-dessus, mais qui sont officiels, qui sont affiliés de manière officielle et qui sauront, à mon avis, vous instruire sérieusement dans ces domaines-là. En gros, dans ces ordres-là, la différence va se faire dans la sensibilité que vous avez entre ce qu'on appelle les voies de la main droite et les voies de la main gauche. Est-ce que vous êtes plus ou moins proche du monothéisme? Est-ce que vous êtes plus ou moins proche de cette idée d'élévation vers un Dieu supérieur? Ou est-ce que vous vous rapprochez plus de l'idéal de faire descendre en fait en vous et d'incarner sur Terre des puissances qui vont permettre de changer le monde autour de vous? Il faudrait toute une vidéo pour expliquer la différence entre voie de la main droite, voie de la main gauche. Mais les distinctions vont se faire à peu près là-dessus. Donc vous allez avoir, par exemple en maçonnerie mystique, et attention, je parle bien de franc-maçonnerie mystique, c'est-à-dire pas du tout des gigantesques obédiences politiques qui servent
uniquement à réseauter, etc., auxquels je ne connais rien, dans lesquels je n'ai jamais mis un pied et qui ne m'intéressent pas du tout, mais bien de ces plus petites groupes, de ces plus petits groupes qui s'orientent sur l'aspect vraiment ésotérique. Donc il va y avoir des groupes qui sont peut-être plus proches de la religion monothéiste, je sais pas moi, les martinistes, la Rose-Croix, qui vont finalement être proches entre guillemets, hein, parce qu'on reste sur des gens qui sont complètement considérés comme hérétiques par les religieux, hein, par les chrétiens. Et puis on va avoir des ordres qui s'éloignent de plus en plus de cette religion-là, qui la remettent en cause et qui vont rechercher la magie autrement. Et là, vous allez avoir tous ces courants beaucoup plus modernes, en passant par Thelema, la Wicca. Donc voilà, tout ça, on va être quand même sur des ordres qui se prétendent et qui sont affiliés, qui sont officiels. Ensuite, du côté des voies de la main gauche, vous allez avoir tout un tas d'ordres et de temples qui copient, entre guillemets, cette structure-là. Donc, il va y avoir des initiations, des degrés, une évolution au sein de l'ordre, mais qui vont être beaucoup plus orientés sur la partie travail de l'ombre, le travail avec les esprits, et qui ne seront pas forcément en France d'ailleurs. Vous allez avoir en Europe le dragon rouge, aux États-Unis le temple de la flamme ascendante. Bref, pareil, il va y en avoir tout un tas selon quelles sont les affinités spécifiques que vous avez et ce que vous recherchez. Bon, vous l'aurez compris, si vous vouliez du complot et des reptiliens, c'est pas chez moi. Ça, faut pas non plus tomber dans des délires. Ça n'empêche pas que je trouve des défauts à ces regroupements qui sont difficilement accessibles par leur aspect financier, dans lesquels aussi on est assez vite fatigué par l'aspect égotique, parce que comme dans tout groupe, quel qu'il soit d'êtres humains, il y a des gens géniaux et il y a des gens qui le sont un peu moins. Le problème, c'est que l'argent ne permet pas de faire ce tri-là, et que même que le prix soit cher, même que l'entrée soit assez sélective au niveau financier, ça permet pas du tout d'éliminer du coup des personnalités qui font un petit peu complexe de surhomme et de leur spiritualité un ego un petit peu problématique. Enfin, dans ces ordres donc modernes, vous allez beaucoup retrouver de théories, vous allez beaucoup retrouver d'aspects théoriques, de travail théorique. Alors, au niveau académique, ça va être très enrichissant. Peut-être un peu moins au niveau pratique. On va beaucoup, dans ces groupes-là, être concentré sur le symbole, sur l'aspect égrégore, beaucoup moins sur la croyance réelle et la pratique en elle-même. Attention, je n'ai pas passé 10 initiations, je ne prétends pas avoir été haut placé dans des ordres, voilà. Il y a forcément énormément de choses qui m'échappent, et c'est pas la peine de venir dans les commentaires me dire, moi j'ai passé 50 degrés, et en fait il y a de la pratique après. Je vous le dis, de mon expérience, où j'ai le plus pratiqué, en dehors de ma pratique solo bien sûr, c'était paradoxalement auprès des païens, ensuite auprès des ordres indépendants des voies de la main gauche, où là pour rentrer, alors il y a aussi l'aspect financier qui joue, mais pour rentrer il faut rendre des travaux et prouver qu'on a une certaine expérience, etc. Et enfin dans les ordres un peu plus, dans ce qui va être franc-maçonnerie mystique, où là il n'y a pas du tout, de mon expérience en tout cas, à prouver qu'on a une certaine pratique, ou en tout cas c'est pas là où vraiment on m'a le plus demandé de travailler l'aspect purement pratique, magique, rituel.
En tout cas, si c'est ça qui vous attire, si ce sont ces ordres-là, dits discrets, qui vous attirent, je peux au moins casser un préjugé pour vous, c'est que c'est inaccessible. Ça l'est pas du tout. J'ai pas forcément ni beaucoup d'argent, ni fait beaucoup d'études. Et j'ai très bien pu y accéder. Donc, ne vous arrêtez pas à des préjugés. Tentez le coup si c'est ça qui vous plaît, d'aller directement leur parler et exprimer votre intérêt. Il y a de grandes chances d'être rapidement en contact avec les personnes qui sauront vous orienter. Enfin, si le secret est d'une importance capitale pour vous, si vraiment vous ne pouvez pas vous permettre que soit divulgué le fait que vous vous intéressiez à ce genre de pratique, je ne peux que vous conseiller de rester en solo, car malgré toutes les réputations de discrétion et de secret qu'il y a autour de tous ces ordres, c'est relatif. Si vous voulez vraiment garder le secret, il va falloir le garder par vous-même et pratiquer de votre côté. Et cette pratique solo, elle mériterait un vlog en entier et probablement encore bien plus long que celui-ci. En 3 mots, voilà, si vous commencez là maintenant aujourd'hui, je ne vais pas me lancer dans une deuxième heure de conseils sur la pratique solo. Ce que je peux vous dire, c'est si vous commencez seul, commencez petit. Parce que ça fait partie des grands paradoxes de la magie. Ça marche même quand on n'y croit pas. Donc commencez petit. Qu'on le conscientise ou non, on est sceptique. On a été conditionné comme ça, à ne croire que ce qu'on voit. C'est comme ça. On nous y a contraints. Et du coup, la première fois que vous allez avoir des résultats, vous allez être surpris. Donc voyez petit. Méfiez-vous toujours de votre prétention au bien. C'est ce dont j'ai parlé avec l'influence judéo-chrétienne qu'on a intégrée, même qu'elle ne soit pas consciente. Rien n'est jamais inoffensif. Si vous voulez éviter tous les risques, ne pratiquez pas. Commencez petit, commencez tranquille, commencez par des petites choses positives. Surtout si vous sortez d'une mentalité, d'une vision du monde où vous étiez objet de votre destin, spectateur de votre vie, il va y avoir des conséquences sur votre psyché et sur votre vie quand vous allez commencer à pratiquer. Donc allez-y tranquille. Le temps d'apprivoiser le fonctionnement de cet art. Soyez toujours très honnête au maximum avec vous. On a tous des parts d'ombre, on se découvre au fur et à mesure. Et enfin, le dernier conseil que j'aurais à donner, c'est que quand on pratique, on s'adresse à, entre guillemets, son inconscient. Un inconscient, c'est comme un tout petit enfant. Donc n'utilisez pas de formules négatives, n'utilisez pas de temps passé au futur, ne faites pas de tournure alambiquée. Allez vraiment au plus honnête, au plus simple, pour que le message passe sans... Vous savez, c'est comme quand... si vous avez des enfants, vous le savez, si vous dites à un enfant « ne saute pas dans la flaque », il va sauter dans la flaque. Il entend « saute dans la flaque ». L'inconscient, c'est pareil. Si vous voulez quelque chose, soyez très attentif à ce que votre intention soit formulée dans sa formule positive, parce que la négation, elle ne sera pas entendue, au présent, et de manière le plus simple possible. Voilà. C'était le dernier petit secret. Mais si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, et à l'occasion, je ferai un vlog entier sur mes conseils en pratique solo, si ça vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de paganisme, sorcellerie, magie, de quoi on parle et quel genre de groupe vous pouvez rejoindre. J'ai sûrement oublié plein de choses, survolé plein de choses, j'ai sûrement fâché des gens avec certains de mes avis, de mes opinions. J'en suis navrée, si c'est le cas, n'oubliez pas que je suis totalement faillible, que mon expérience n'est que ce qu'elle est. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt. Probablement pour un petit tirage de cartes. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là.